Je livre mon histoire.com et volume.fr ont le plaisir de vous présenter un extrait de Un visage des masques. Portrait, prose et poésie de Jean-Philippe Noblet. lu par Constance Deboc. Merci Claire B., journaliste à l'Écho républicain, pour avoir posé un jour une question pleine de retentissement. Vous n'écrivez pas de poèmes sur des gens ? Vous n'écrivez que sur des lieux ou des paysages ? Merci aux personnes qui m'inspirent et à celles qui m'encouragent. Merci à Paul Chevrier pour les caricatures. Merci aux personnes caricaturées. Merci aux libraires, enseignants, documentalistes et alliés qui m'invitent à des rencontres toujours enrichissantes. Une bouille. Une bouille. Une mine. Un fruit. Une nuit. Un bonhomme que l'on imagine. Une bruine. Quelques larmes. Des mains qui s'enlacent, qui se serrent. Un petit homme que l'on reconnaît. Une bouille. Une mine. Une famille. Un petit être posé sur mon ventre, ventre contre ventre. Une frimousse, une voûte céleste scintille et se repose. À la naissance. Un poing serré, une main ouverte, un œil ouvert, un autre fermé, une volonté, une tête qui se dresse et une bouche qui tète. Quelques cheveux au bout des doigts, un cri attendu, un pyjama au chaud, un cordon. Avant ce jour, elle était un cœur qui bat au creux de mon oreille posée, des os distingués, des coups et des hoquets. Au creux de mes mains, maintenant, et au creux de mes bras, elle sommeille. Un visage sans malentendu. Je dois te voir de face pour te comprendre, pour t'entendre. Même quand tu signes, je dépends de ton visage, de tes lèvres et de tes expressions. Je suis gênée quand certains me tournent le dos. Je suis effrayée sans lumière, agacée par un cri, car je suis malentendant. Visage touchant. Quant à moi, mes mains sont mes yeux, et je ne peux toucher tous ceux qui me parlent. J'imagine un visage aux intonations, à la douceur d'une voix. J'imagine une réserve, un regard fuyant, quand l'autre voit que je suis non-voyant. Portrait de caricaturiste. Mon œil dévisage quand je souligne, quand je profile, quand je dessine. Avec mes lunettes rondes au bout de mon nez, mes cheveux ébouriffés, mon regard gronde quand le sujet est chassé. De profil, de face, de dos, d'homme ou de femme. Je souligne le trait, j'aime les nez, les allonger, les pointer, avec les joues auprès. Certains n'aiment guère mes caricatures, d'autres voudraient être croqués. Or, je choisis un air et une allure, tous les profils ne sont pas bien nés. Et quand je les connais trop, je ne peux les caricaturer. Visages au théâtre. Au théâtre, il est bien dommage de ne pas bien discerner certains visages. Les visages des comédiens, évidemment. Il faudrait pouvoir admirer l'œil brillant, l'œil perplexe, vif ou larmoyant. Il faudrait pouvoir tout comprendre sans même entendre. Au théâtre, les acteurs sont parfois les spectateurs des visages des premiers rangs. Peut-être voit-il les amoureux qui se rapprochent tendrement, celui qui pique du nez et celle qui se retourne tout le temps pour voir qui est dans la salle. À l'entracte, justement, chacun s'observe. Pourquoi il me dévisage ? Au fait, peut-être que je le connais finalement. Mais où est-ce que je l'ai déjà vu ? Ou alors c'est qu'il me fait penser à quelqu'un. Eh bien, quelle tenue ! Elle se croit en été, celle-là. Le dérèglement climatique est valable sur les façons de s'habiller. À la fermeture du rideau, d'autres s'observent. Qui partira le premier ? Qui ose se lever ? Ah, ceux-là, ils n'attendent pas le rappel, ce moment de remerciement pour les fabuleux jeux d'acteurs, ce moment où l'acteur peut se laisser aller à regarder la salle à ses pieds. Ils ressortent, puis entrent de nouveau sur la scène, se regardent en entrant, se font signe pour s'aligner devant le public, devant les applaudissements.
Les spectateurs se regardent aussi, de profil le plus souvent. Peut-être s'applaudissent-ils également. Portrait d'acteur. De face, il est souriant. Il vous tend la main en vous regardant dans les yeux. Il vous dit « Comment allez-vous » et n'attend pas la réponse pour vous montrer son profil sous une autre face. Il part vite. Il doit être là au début tout en étant en retard et là-bas à la fin. Aujourd'hui, beaucoup diront « C'est un homme qui agit », car on le voit, il est partout. Il en est ainsi. Il faut être partout pour montrer que l'on fait avancer les projets. Être partout, c'est travailler pour tous sans montrer de mépris pour chacun. D'autres préfèrent avancer dans un bureau, au téléphone, lors d'un rendez-vous. Cela peut être efficace, mais on ne montre pas que l'on pense aux individus. Parfois, cet acteur sera pris à son propre jeu, car si dans un moment d'égarement plus propre à l'homme qu'à la femme, il ne souriait pas, ne disait pas bonjour, cet instant serait mal vécu et répandu, communiqué auprès d'un public plus enclin à colporter les erreurs que les bonnes nouvelles. C'est la nature humaine. On parle beaucoup plus des trains qui arrivent en retard plutôt que de ceux qui arrivent à l'heure. On préfère insister sur le négatif plutôt que sur le positif. Certains en font leur fond de commerce politique. Ainsi, cet acteur doit toujours faire son maximum pour paraître devant son public. Il peut uniquement souffler quand il ôte son masque en famille. Dans ces cas-là, la famille aimerait parfois qu'il ne souffle pas trop et qu'il souhaite aussi la satisfaire pour l'honorer de sa mobilisation ou qu'il s'immobilise un peu. On comprend pourquoi des familles d'hommes politiques s'enlisent. Acteurs culturels en voie d'extinction. Pour Amandine et Jocelyne. La politesse est toujours évidente, banale et normale. Parfois certains l'oublient, pas celles qui savent vous accueillir. Elles savent vous accueillir car elles vous laissent libre de regarder, de flâner. Vous pouvez avoir besoin d'un conseil, mais elles ne vous agrippent pas de votre entrée jusqu'à votre sortie. Elles ne vous brusquent pas ni ne vous incitent. Elles sont parfois gênées de vous proposer une lecture, et pourtant si elles le font, c'est parce qu'elles vous connaissent. Elles savent vous inciter au voyage dans l'univers d'un récit et dans celui qui l'a écrit. Il faut voir ou plutôt écouter Amandine quand elle lit un album pour enfants, qui, soit dit en passant, est bien évidemment aussi pour les parents. Il faut la voir défendre un livre auquel elle croit. Elle est animée par ses ouvrages, par les âmes de ceux qui les ont composés. Sa religion est celle du livre, de ses acteurs et pas seulement de ses auteurs. Les filles de la librairie, comme on aime les appeler, animent la ville, la culture de celle-ci, dans les salons du livre, dans le café culturel, à la médiathèque et dans d'autres places. Elles animent le rural et l'urbain, du local au lointain, avec toujours la même proximité, à la rencontre des lecteurs et des auteurs, et pour les faire se rencontrer. La rencontre est organisée, affichée, communiquée dans la convivialité. L'auteur profite d'un cadre chaleureux. Qu'il soit local ou de plus grande renommée, il ne ressent pas de différence sur son accueil et sa déférence. Chacun dédicace sur une table rustique, accompagnée de l'âme du lieu et des gourmandises qui exhalent les échanges. Le lieu est magique. Une ancienne bibliothèque où le lecteur contemple toujours le livre sur les grandes étagères de bois vieilli. Même restauré, modifié, le lieu garde un regard sur le passé. Les filles ont ajouté leur atmosphère, une ambiance sur un sol anisé, de la transparence, une présence, des murs aux toiles exposées. Certains jours, le lieu est encombré. Les livraisons sont arrivées, la librairie a toujours l'air surprise de ce qu'elle va y trouver. Les éditeurs aiment les facéties quand ils envoient des coffrets remplis de livres et d'ustensiles à toutes les librairies. Ces lourdes boîtes colorées décorent les hauts plafonds et elles font et forment de bonnes idées de cadeaux en fin d'année. Allez voir les libraires à chaque moment, à chaque fête, à chaque saison, avant de les voir disparaître. Elles sont là pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous faire découvrir, pour vous lire et pour vous reconnaître. Portrait de celle qui écrit. À Nathalie. Un jour tu liras mes poèmes, mais je ne suis pas prête. Ces petits bouts de moi, ces bouts d'instant, de tristesse, d'amour, de regret, d'espoir. Ces poèmes existent peut-être uniquement pour moi, pour les écrire, pour m'épanouir un instant le temps de l'écriture. Comment pourrais-je les faire lire? Ma pudeur m'en empêche. Une certaine peur du ridicule, une peur de la mise à nu, une peur du sentiment, du sensible,
Une peur d'un sens que l'on ne peut cacher, d'une rougeur sur le visage, une réaction à un fait ou à une allusion. On passe alors de l'invisible au visible, une peur donc de l'intrusion. Alors même que l'on cultive sa propre couverture, la couverture nous donne envie de lire, de découvrir, d'aller plus loin dans la lecture. Mais voilà, je ne veux pas délivrer mes mots à la lecture de l'autre. Il en est ainsi. Mes poèmes délivrent ce que je ne peux partager. Portrait du poète. Il se présente comme un poète. Il dit qu'il a reçu des prix d'excellence, qu'il est donc connu et reconnu, et il a toujours besoin de reconnaissance. Quand il lit un poème, il demande si le public souhaite qu'il en lise un autre, et il n'attend pas la réponse. Il dit qu'il écrit de la vraie poésie, celle qui a des rimes ou, suivant le public, celle qui n'en a pas. Il est invité dans les écoles pendant le printemps des poètes pour que les élèves rencontrent un extraterrestre qui écrit ce que pas grand monde ne lit. Mais tout le monde aime la poésie. Un slogan qui rime dans une publicité, une déclaration d'amour qui fait chavirer, un texte que l'on a aimé réciter. Le poète est fier de publier même s'il n'a pas réussi à vendre ses livres en dehors du département. Le poète a toujours voulu publier, et quand il tient son livre entre ses mains, pour la première fois, il sent qu'il a réussi, que son rêve a abouti. Les membres de sa famille l'achètent, mais ils ne le liront pas en entier. La poésie, c'est beau, c'est bien, mais on s'en lasse vite. Le poète n'offre pas son recueil. Selon lui, il mérite que chaque lecteur l'achète. Et puis il veut savoir combien il en a vendu pour s'en vanter. On se vante de ce que l'on peut quand on écrit des poèmes sans être véritablement un poète. Portrait d'ado. La ceinture ne serre pas, le pantalon descend, les cheveux sont parfois gras et le parfum empeste. Un seul écouteur suffit, une seule épaule aussi. Son doudou d'ado est une écharpe bien enroulée. Elle n'est plus là pour tenir chaud, mais pour respirer l'odeur d'un foyer que l'ado dit pourtant vouloir quitter. Une veste et un boléro, un bouton juste pour faire joli, une robe sur un corsaire, une pyramide de couleurs, tout cela fera l'affaire. Un décolleté pigeonnant avec l'intention de roucouler, un push-up rembourré, des bonnets pleins de collants. Une coiffure dégradée, des mèches brunes pour les blondes, des mèches blondes pour les brunes. Parfois elles lissent, souvent elles frisent. Car pour un ado, le ridicule craint. Elle se coiffe, prend un petit miroir, passe une mèche derrière l'oreille avant de la remettre devant ses yeux, avant de recommencer. En fait, elle aime se cacher. Cacher ses mains dans ses manches détendues, cacher ses yeux derrière ses cheveux, dans le noir de ses habits, dans le noir de sa chambre, dans le désordre de celle-ci. En fait, une ado, ça se coiffe pas vraiment, ou dans l'unique but de se décoiffer tout le temps. C'est pas ma faute. À mes élèves. Je peux pas m'en empêcher. Je vais sur MSN, Facebook et Twitter. Je discute jusqu'à pas d'heure. Les parents ne comprennent pas. Les profs non plus. C'est trop délicat. Au début, je veux vraiment travailler. Mais avant, un petit coucou, un petit lol. Et le lol amène le lien. D'un lien à l'autre, faut aller se coucher, sans bosser. LOL, MDR, PTDR. C'est trop de la balle de se moquer de tout. D'écrire n'importe quoi. De se moquer de l'idiot de la classe ou du prof qui s'est fracassé. J'ai pas fait mes exercices, monsieur. Je pouvais pas, j'étais sur MSN. Je peux pas m'en empêcher. Mes vieux me disent tout le temps que chaque soir c'est la même scène. Je dis que j'en ai pour 5 minutes et j'y passe la soirée. J'y peux rien. Je peux pas m'en empêcher. À chacun sa peine. Le temps s'arrête quand je suis sur le clavier. Je n'ai plus ma timidité quand je blablate sur MSN. Une personne. Merci Josette Bell pour la première ligne. Ce jour-là, rien ne laissait prévoir que j'allais rencontrer cette personne. Cette personne, ce n'est justement personne. C'est quelqu'un d'autre et c'est un peu moi aussi. Cette personne, j'étais persuadée que je l'avais déjà vue, alors j'ai cherché dans ma mémoire. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Alors je me suis dit que j'avais dû rêver. Et si justement j'avais rêvé? Et si justement je l'avais déjà vue en rêve? Mais même en rêve, qui est-ce? Cette personne serait alors un signe, comme un symbole, un lapsus, une expression de mon inconscient. Mais qu'est-ce que mon inconscient veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire sur cette personne? Et qu'est-ce qu'il veut me dire sur ma personne?
Je n'en sais pas plus maintenant. Mais au lieu de regarder mes pieds quand je marche, depuis ce jour je regarde devant moi. Si je revois cette personne pour lui demander qui elle est pour moi et ce que je peux lui apporter.